Sur la ligne, épisode 13, épisode spécial, épisode prédiction parce que, Nico, on y est. C'est Roland Garros qui sera le dernier tournoi majeur de la saison pour le circuit de l'ATP et de la WTA. Roland Garros qui est d'habitude le troisième, mais là sera le dernier tournoi majeur. Je dis le troisième, je dis n'importe quoi. Le deuxième tournoi majeur de la saison. Il terminera la saison des majeurs cette saison. On y est, on fait nos prédictions, on fait nos tableaux. On va parler des matchs de premier tour, on va parler des matchs intéressants à surveiller au premier tour aussi. Il y a des gros clashs de titans, là, particulièrement du côté des hommes, quelques matchs aussi intéressants du côté des femmes. Nico, es-tu prêt? Absolument. Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par Banque Nationale. C'est disponible sur YouTube, Balado Québec, le site de Tennis Canada, le site de la Coupe Rogers. Spotify également. On va aussi diversifier nos sources éventuellement, mais comme on gère toute la technique, tout le contenu, toute la production, etc. On y va une étape à la fois, mais déjà on est pas mal plus loin qu'on pensait. Comment ça va, Nico? Ça va hyper bien, puis j'ai hâte de t'en parler de Roland Garros, et notamment d'un point intéressant que tu as presque soulevé. Je pensais que tu allais là, mais tu parlais du fait que cette année, c'est le dernier tournoi majeur. J'ai hâte de voir les conditions de terrain. Je pense que c'est important d'en parler parce que habituellement, ça se fait au début de l'été, mais là, on est à la fin de l'automne. Évidemment, c'est pas la même période. Je suis ni un expert paysagiste, ni un expert des surfaces de terre battue. Mais j'ai hâte de voir si le déplacement au calendrier va influencer la qualité de la surface. Non, mais par contre, je doute pas que si tu te lançais dans le paysagement, tu deviendrais un expert rapidement. C'est un gars qui travaille fort. Possiblement. J'ai une tondeuse à main, une chainsaw et je vais refaire un petit bout de chemin avec ça. T'es prêt à partir. D'ailleurs, est-ce que tu dis, il y a Nadal qui dit qu'il n'aimait pas les balles. T'as-tu vu ça? Non, je n'ai pas vu ça aller. Nadal, il dit qu'il n'aimait pas les balles pour la surface, en tout cas. Est-ce que ça va lui nuire? On verra. Il y en avait au Costco en vente, là, des Wilson pas chers. Donc, si j'avais faire un tour. Oui, le Costco de Saint-Jérôme. Absolument. Lequel tu as fait les dents dans le domaine professionnel. On salue toute l'équipe du Costco de Saint-Jérôme, incluant mon frère. Oui, bien sûr, le bon Vini qui fait un travail colossal. Je travaille là, mon frère. Shout out sur la ligne. Hey, on ne perdra pas trop de temps parce que on a tout un épisode aujourd'hui. C'est l'épisode où on essaie de paraître bien, mais que ça ne marchera jamais parce qu'on fait nos prédictions. Oui, absolument. Mais avant de tomber dans nos prédictions, parce qu'on s'est dit qu'on allait remplir nos tableaux en direct la semaine passée, et c'est ça qu'on va faire, mais on a décidé de les remplir à partir des quarts de finale pour éviter que ce soit trop long pour le monde, mais on va quand même parler des matchs au premier tour de nos Canadiens et de certains matchs intéressants à surveiller, en tout cas au premier tour. On va commencer avec Félix. Au premier tour, si tu veux, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Nico, je vais te partager mon écran ici. Félix qui affronte Yoshito Nishioka, 51e joueur mondial. Ils se connaissent un peu parce qu'ils ont joué un contre l'autre, comme tu vois sur l'affiche ici, Nico. Ils se sont affrontés à Indian Wells il y a quelques années. Nishioka l'avait emporté sur phase dure et ils ont également joué un contre l'autre à Granby en 2015, alors que Félix était beaucoup plus jeune. C'était un match de quart de finale et Nishioka l'avait aussi emporté en 3-7. Tous les matchs qu'ils ont disputés un contre l'autre, c'était en 3-7. Alors, ils doivent se connaître un petit peu quand même, même s'ils ont que 2 matchs d'expérience l'un contre l'autre, du moins chez les pros. Mais Nishioka peut avoir un peu de confiance parce qu'il sait qu'il l'a battu, mais le Félix qu'il affronte aujourd'hui, c'est pas le même Félix qu'il a affronté il y a quelques années à Indian Wells en 2019 ou même en 2015 à Granby. Et Félix, qui au cours des derniers mois, s'est spécialisé, si on veut, en terre battue. Lui qui habite maintenant à Monaco, qui s'entraîne régulièrement sur la terre battue. Donc, tu l'as dit, évolution du côté de Félix. Et évidemment, il faut en parler de cette progression-là, notamment sur la terre battue, surface de prédilection à Roland Garros.
Félix, c'est, à mon avis, favori dans ce match-là, 21e mondial Bien contre sûr. le 51e. Oui, Il dit, regarde, une information qui est intéressante à regarder, c'est Félix est pro officiellement. Là, il a joué ses premiers matchs pro depuis 2017. 2014 pour Nishioka. Et Félix a déjà amassé plus d'argent en prize money que Nishioka. Mais Nishioka qui a quand même un titre sur le circuit de l'ATP. Ouais. Je ne veux pas briser ton élan, Alex, mais je viens de me rendre compte qu'on peut faire un full screen avec notre écran. Ça me renverse. Je suis content que ça puisse arriver. J'avais jamais remarqué. Regarde ça. Comme ça? Wow. Non, mais je parle lorsqu'on diffuse. Là, moi, je te voyais en petit tout le temps, mais je viens de me rendre compte qu'on peut faire un plein écran. Ben, merci de nous partager ça, Nico. Ça me renverse. Je suis content que les gens vivent ça avec toi. Tu sais, c'est un moment touchant, puis je suis content que les gens aient pu assister à cette révélation-là, puis j'invite les gens à envoyer des fleurs à Nicolas pour ce grand moment. S'il vous plaît. Non, mais oui, pour revenir à Félix, je suis d'accord avec toi que ce sera peut-être pas une balade dans le parc, là, mais je gagerais que Félix va l'emporter à 16e. Ben, on va en parler tantôt parce que j'imagine que dans ton tableau, tu l'as mis gagnant contre Nishioka. Oui, bien sûr. Oui. Même chose pour moi. Passons au prochain match de nos Canadiens. Certain Shapovalov. Oui, monsieur Chapeau qui connaît de très bons moments, notamment sur la terre battue, mais affronte quand même un vieux routier qui en a vu d'autres, qui est excellent sur la terre battue, Gilles Simon, le Français, qui dégringole un peu au classement, mais qui quand même demeure, je dirais pas une menace, mais un gars qui est pas nécessairement facile à battre vu le bagage qu'il a. C'est pas un match de premier tour qui est facile pour Shapovalov. C'est un tirage au sort qui est pas qui est pas favorable, mais c'est un adversaire de premier tour qui est hyper dangereux parce que, bon, comme tu le dis, Gilles Simon, c'est un Français qui a beaucoup d'expérience. C'est un gars qui a quand même quelques titres sur le circuit. Là. Il y a quelques titres même sur terre battue également. Alors, un gars qui, comme tu dis, qui en a vu d'autres, c'est un Français qui joue à la maison. Non, tu sais, c'est pas un match très facile là, pour. C'est pas un match de premier tour idéal. Non, bien sûr, mais évidemment que j'imagine que Chapeau est en pleine confiance avec ce qu'il a réussi à faire à Rome. Maintenant, fait partie de l'élite mondiale, du top 10, c'est tout récent. Je pense qu'il a le vent dans les voiles. Ce ne sera pas une partie plaisir nécessairement, mais je pense que Chapeau trouvera les moyens et la solution pour battre Gilles Simon. Ben, c'est la bonne nouvelle dans les circonstances, c'est que Chapeau, il joue bien, il a bien fait à Rome. Visiblement, la transition sur terre battue, dans son cas, c'est relativement bien fait. Il arrive avec plein de confiance parce qu'il a également eu un beau parcours au US Open. Alors, Gilles Simon, je peux te dire de ça, il n'est pas content lui non plus, son premier tour. C'est sûr, ouais. Et il faut aussi prendre en considération que Shapovalov a gagné 100% des matchs entre les deux joueurs. Oui. Tu peux nous rappeler, Nico, pour ceux qui écoutent en audio seulement, combien d'affrontements ils ont eu? Un affrontement, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il a gagné 100% de tous ses affrontements. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent en audio, je vous conseille quand même pour cet épisode de peut-être venir faire un petit tour sur YouTube parce qu'on va présenter nos tableaux, on va voir, c'est un peu plus visuel. D'habitude, on n'est pas si visuel que ça, mais ça va être plus facile à suivre pour les gens en vidéo. Mais sinon, vous aurez nos prédictions quand même en audio, mais je vous invite à venir faire un tour sur YouTube, voir qu'est-ce que ça va donner. Le YouTube de Tennis Canada. Absolument. Ouais, mais justement, c'est ça. 14 titres sur le circuit quand même. Puis c'est un gars qui, tu sais, ça aussi, c'en est un autre petit viking qui retourne bien, qui se bat sur le terrain. Lui, c'est pas un gars qui abandonne. Il travaille fort. C'est un gars qui a 15 millions en bourse, 14 titres, puis qui a déjà été 6e mondial. Ouais. Pas un adversaire de choix pour un premier tour. Et non seulement ça, ce genre de grand chelem-là, évidemment, on le sait, ça peut aller jusqu'en 5-7. Donc, pour des battants comme lui, c'est pas parce qu'il perd par 2-7 qu'il va nécessairement abandonner. Là. Donc, il a le temps en masse de revenir. Et non, tu l'as dit, pour un premier tour, là, c'est un bon duel. Peut-être que tu veux descendre la fiche puis nous montrer c'était quoi l'affrontement un contre l'autre et où ils s'étaient affrontés, ces deux-là. Ils s'étaient affrontés en France, justement. Encore une fois, au domicile de Gilles Simon. C'était en 2019. À l'intérieur. C'est sur place dure, ouais, c'est ça, c'est le tournoi en fin de saison. C'est le Masters 1000 en fin de saison. Alors, on verra.
On verra. C'est pas un match facile. Moi, je l'ai gagné dans mon tableau. J'imagine que c'est ton cas également. C'est tout aussi mon cas. C'est aussi mon cas. All Ouais, right. ouais, voilà. Ben, mine de rien, ça reste quand même un duel plus ardu que celui que Félix a joué, il faut se le dire aussi. Ouais. Félix, c'est pas simple non plus. C'est pas comme t'affrontes un joueur classé centième mondial. Non, bien sûr, mais je pense que Félix préfère être dans sa position que celle de Chapeau. Ah, ben, assurément. Je pense que le trois quarts du tableau préfère être dans sa position que celle de Chapeau-Valov. Mais c'est peut-être pas le cas de Stan Wawrinka. Non, quel duel au premier tour. Retournons ensemble en 2013. Qui, lui, devra affronter, et là, je commence à spoiler mes choix un petit peu, mais si on va voir Wawrinka, si je l'écris comme tout le monde, on va le trouver plus facilement. Wawrinka qui affronte Andy Murray au premier tour. Méchant clash de titans, clash de champion de Grand Chelem. Wawrinka, on verra, ça va être intéressant parce que lui, il n'a pas joué l'US Open et s'est entraîné sur terre battue beaucoup. Moi, c'est la raison pour laquelle, si je montre mon tableau un peu plus précisément, que je l'ai mis gagnant. Toi, le vois-tu gagnant au premier tour, Wawrinka contre Andy Murray? J'ai aussi Stan Wawrinka comme gagnant. Pourquoi? D'abord parce que son style, je pense, est plus adapté à celui que Murray sur terre battue. Aussi, ça demeure un triple champion Grand Chelem, dont un à Roland-Garros. Wawrinka, qui est classé 16e tête de série, je pense qu'il aura le dessus sur Andy Murray, bien que ce sera un duel hyper intéressant à suivre. Ah ben, si on regarde la fiche des deux joueurs, là, Andy Murray, il a l'avantage, en tout cas au niveau des victoires, là, c'est 12-8 pour Andy Murray, qui est maintenant 111e mondial, mais enfin, il vaut peut-être plus que cette position-là. Ça va être intéressant. Tu sais, si on regarde les derniers affrontements, Andy Murray les a gagnés, mais Andy Murray n'est plus le Andy Murray qu'on a connu. Et le dernier affrontement qu'ils ont eu à Roland-Garros, ben, on le voit ici, là, c'est Wawrinka qui l'avait gagné, mais un long 5-7. Ouais. Non, mais je pense que ce sera un duel, quoi dire de plus, qu'à part qu'on sera arrivé devant nos écrans si le match a été télédiffusé. J'espère que oui. Un duel, tu l'as dit, de vieux routiers, de champions de Grand Chelem, de deux gars qui se connaissent extrêmement bien aussi. Non, j'ai hâte de voir ce duel-là. Ouais, Andy Murray, mais tu sais, on ne tombera pas en bas de notre chaise non plus si Andy Murray l'emporte. Là. Non, c'est pas comme ça a aussi cet avantage-là, ouais. Non, exact. Et un autre qui aura un match pas facile au premier tour du côté des hommes, c'est Dominic Thiem. En fait, lui, il a tout simplement pas un tableau facile. Dominic Thiem, lui, il va affronter Marin Cilic. C'est pas simple pour Dominic Thiem. Lui aussi, il affronte un champion. Veux-tu me prêter un i, s'il te plaît? Qui affronte un champion de Grand Chelem en Marin Cilic. Merci. Quoique, évidemment que son tableau n'est pas le plus simple, mais n'en demeure pas moins qu'il vient tout juste de remporter le US Open. C'est un joueur dont le style est fait pour être joué sur terre battue. Il a le vent dans les voiles. Il est le troisième joueur au monde. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'il va trouver les outils pour s'en tirer. On va le regarder un peu plus précisément tantôt, là, le tableau de Dominic Thiem quand on sera rendu à nos quarts de finale, mais à faire nos prédictions au quart de finale, mais il n'a vraiment pas un tableau facile. Je l'ai dit, là, moi j'ai prédit une victoire de Dominic Thiem il y a quelques semaines, mais quand j'ai vu le parcours qu'il doit faire, on en parlera tantôt, bien sincèrement, là, je ne sais pas encore s'il va gagner. Ben, c'est parce que ce qu'il faut se dire actuellement, c'est le joueur qui peut parvenir à mieux se tirer de ce tableau, c'est Thiem. Présentement, à l'heure actuelle, peut-être, bon, à part Djoko, là, mais dans les circonstances, s'il y a un joueur qui peut s'en tirer à bon compte, c'est Thiem. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est un excellent joueur de terre battue. C'est un gars qui a fait la finale à Roland-Garros. Pour gagner, il devra battre notamment, possiblement, Nadal et Djokovic. En partant, c'est pas évident. Tu dois battre un autre champion de Grand Chelem, Marin Cilic, au premier tour. C'est pas fait. En fait, tantôt, on parlait de Chapovalov, là. C'est Dominic Thiem qui a le pire match de premier tour de tout le tableau, c'est sûr. Oui. Tu affrontes un champion de Grand Chelem, Marin Cilic, qui est un gros serveur. Ben bon,
On verra. Dominic Thiem, c'est un excellent joueur de terre battue. Ce ne sera pas évident pour lui. Garde, tant qu'on en a parlé, on va aller. Veux-tu préparer tranquillement ton tableau d'hommes, de messieurs? Ouais. Allons-y pour le tableau des hommes. Allons-y pour le tableau des hommes. Et si tu veux, pendant que tu prépares ton tableau, moi, je vais commencer avec mon premier quart de finale dans le haut du tableau. Moi, je vois un quart de finale Novak Djokovic, Bautista Agut. Pas trop de surprises là-dedans. Novak qui ne devrait pas être trop embêté avant les quarts de finale. Peut-être à Tchanov, c'est pas évident au 4e tour en ronde des 16. Alors que du côté de Bautista Agut, c'est plus compliqué un peu. Il y a Berrettini. Et là, je me rends compte qu'on a oublié de parler de Vachek au premier tour. Ah oui, tu as bien raison. Vachek aussi, qui n'a pas une. Regarde, allons-y tout de suite. Non, c'est ça. Allons-y tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet. Allons-y avec Vachek. Son match de premier tour, lui, c'est vraiment pas simple. Il devra affronter. Attends, je perds mes tableaux. Non, attends, je lis aussi. Vachek qui affrontera. Berrettini au premier tour. Non, donc c'est bon. Parfois, on est chauvin, puis on espère que nos Canadiens, puis on les met peut-être. On les fait avancer dans le tableau parce qu'ils sont Canadiens et qu'on est chauvin, mais là, contre Berrettini, force d'admettre que ce ne sera pas une mince tâche pour Vachek. Il a surpris Vachek depuis le début de la saison. Il a surpris beaucoup. Alors, est-ce qu'il va continuer de surprendre tout le monde? Ben, on verra. Ce serait déjà une grosse victoire s'il devait passer le premier tour. Ce serait toute une surprise. Ils se sont jamais affrontés, ces deux-là. En tout cas, on verra. Chapeau. Vachek fait bien traditionnellement contre les gros serveurs. Mais on l'a vu au US Open, il a battu Milos Raonic. Ouais, alors contre Oui, puis en même temps, Roland Garros, c'est pas non plus l'endroit et la place pour mettre les gros serveurs en valeur non plus. Là. Non, exact. C'est la surface où le service, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'importance, ça, c'est pas vrai, mais où l'impact du service est peut-être le moins important comparé à la surface sur dur ou la surface sur gazon. Enfin, ce ne sera pas évident pour Vachek au premier tour. On lui souhaite bonne chance. Berrettini, lui non plus, c'est pas un match facile pour lui parce qu'il sait que Vachek vaut mieux que son classement. C'est peut-être un joueur qui se situe entre, en termes de calibre, peut-être 50 à 30e mondial pour l'instant. Alors, Berrettini, c'est pas un match simple, surtout contre un gars qui retourne bien comme Vachek et qui a eu des bonnes sensations dans les dernières semaines. Maintenant, moi, je l'ai mis gagnant dans mon tableau. T'as mis gagnant à Berrettini ou Vachek? Non, Berrettini. OK, c'est ça, je veux dire. C'est bien qu'on ait Vachek, puis tu l'as dit, t'es en bonne posture, puis t'es en confiance, mais à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'il y en a qui sont meilleurs, puis Berrettini, c'en est un qui, je pense, aura le dessus sur Vachek. Ouais, d'ailleurs, moi, Berrettini, je le fais perdre au 4e tour contre Bautista Agut. J'ai préféré un Espagnol très solide sur toutes les surfaces. Oui, puis parlant de Vachek, c'est lui qui a brisé les rythmes aussi à Bautista Agut au US Open, là, donc je pense qu'il voudra racheter sa faute en grand chelem parce que, en tout cas, tu te rappelles que je le voyais gagnant, le Bautista Agut, et puis Vachek l'a tassé du tableau de manière fort impressionnante, et je pense qu'il faudra se racheter. Surtout sur une surface qui l'aide énormément. Mais pour se rendre là, Bautista Agut devra d'abord battre Gasquet au premier tour, et ça, c'est pas donné. Non. Gasquet, qui joue très bien, qui va être à la maison. Ça se pourrait que cette partie-là du tableau, pour moi, se gâche assez rapidement si Gasquet remporte. Mais Gasquet, ça serait pas surprenant. Non, ça me fait penser un peu à Simon aussi, comme on dit avec Chapeau. C'est le genre de joueur qui peut sortir, pas de nulle part, mais qui peut quand même surprendre. Je veux dire, ils sont pas des favoris, mais ils connaissent tellement bien le terrain, la surface, ils sont chez eux. Non, puis ça m'étonnerait pas non plus. Je ne tomberai pas en bas de ma chaise si ça arrive. Alors, voilà, moi, dans la première partie de tableau, en haut, je vois un quart de finale. Novak Djokovic contre Bautista Agut. Ouais. Et puisqu'on y est, je vais te dire que Novak va gagner ce match-là. Une chance que je suis assis parce que je serais tombé. Je vais aller en bas à ma partie de tableau. Ouais. Moi, j'ai Medvedev contre Tsitsipas. Pas beaucoup de surprises là non plus. Mais quand même, t'as fait perdre Chapeau quand même. Ouais, j'ai fait perdre Chapeau contre Tsitsipas. Ouais. Même si Tsitsipas n'a pas une grande saison, un grand retour, mis à part le UTS.
Ouais, puis jusqu'à quel point on peut considérer ça, mais ça reste quand même un grand joueur, un jeune joueur. Tu sais, tu me dis que Shapovalov joue contre Medvedev, je peux très bien le croire. Puis même Medvedev, ce sera pas simple non plus parce que, bon, lui, il devra battre Manarino sur terre battue, un Français à la maison. Il pourrait avoir sur son parcours peut-être Davidovich Fokina s'il bat Kevin Anderson. Moi, je ne l'ai pas. J'ai Anderson qui bat Rublev, mais qui bat Davidovich. Mais il pourrait avoir Rublev aussi qui joue très, très bien d'ailleurs, qui est en beau. Rublev est encore dans le tableau. Alors, pour Medvedev, ce ne sera pas simple non plus. Là. Mais quand même, ça m'étonne que tu fasses. C'est pas que ça m'étonne que tu fasses perdre du chapeau aux mains de Tsitsipas, mais je pense que on parle de bons duels, c'en est un, ça aussi. Puis si un ou l'autre gagne, ce sera mérité, puis je ne tomberai pas en bas de ma chaise non plus. Là. Et je fais battre Shapovalov, il va battre Dimitrov une autre fois. Ça non plus, ce ne sera pas Dimitrov, c'est un joueur qui aime énormément aussi jouer à Roland-Garros sur la terre battue. Ce ne sera pas un duel. Chapeau, mine de rien, tu parlais de team tantôt, mais Chapeau, c'est pas évident non plus. Comme. Non. Mais tu sais, ça se pourrait que Shapovalov, on va aller à ton tableau après, mais j'ai l'impression que tu as Shapovalov un peu plus loin que moi. Ah. Et moi, dans ce match Medvedev-Tsitsipas, je t'annonce officiellement qu'on aura une demi-finale, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, qui va se rendre plus loin, qui va aller en demi-finale. Veux-tu qu'on fasse ta première partie de tableau, Nico? Tant qu'à y être. Allons-y, Nico. Alors voilà. Bon, pas de grande surprise dans la première partie de tableau. J'ai aussi encore de finale Djokovic contre Bautista Agut. Ça, il n'y a pas de grande surprise. C'est sensiblement la même chose que toi. Pour cette partie de tableau, j'ai aussi Berrettini. Non, ça se ressemble aussi. Donc, je pense qu'on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ça demeure quand même assez similaire. On a exactement le même quart de finale. Exact. Donc, moi aussi, je vais avec Djokovic. Il est inarrêtable. C'est le joueur de l'année. Donc, je pense que ce sera Djoko qui l'emportera sur l'Espagnol. Si on descend, bon, tu vois, tu l'avais comme probablement, tu t'attendais à ça. Je vois Shapovalov qui bat Tsitsipas. Pourquoi? Parce que je pense qu'au tennis, la chose la plus importante, c'est la confiance et Shapovalov est dans une zone à part. Présentement, il joue extrêmement bien. Il fait son entrée dans le top 10. Il est gonflé à bloc, donc je pense que ça se reflètera dans son jeu. Et c'est pour ça qu'il viendra à bout de Tsitsipas. Ça serait aussi un excellent duel. Comme je t'ai dit, si Tsitsipas l'emporte, je ne serais pas surpris. Mais je pense que dans l'état des choses et actuellement, Shapovalov viendra à bout du jeune grec, de Greek God. Et là, dis-moi, attends, on va pas trop loin. Là. Est-ce que tu amènes Chapeau Alex, en demi-finale? Je t'écoute. J'amène Chapeau en demi-finale, bien sûr. Je te le dis parce que je te le dis. Shapovalov, en ce moment, tu l'as vu jouer à Rome. Là. Contre Schwartzmann, il l'a amené jusqu'à la limite. Bon, ça ne s'est pas terminé comme prévu, mais Shapovalov, sur terre battue, il m'a vraiment impressionné à Rome. Il a tellement de caractère, ce gars-là, puis on l'a vu. Puis comme je t'ai dit, la confiance. La confiance, c'est tellement mental, ce sport-là, que s'il parvient à battre Tsitsipas, il va être tellement confiant, puis tellement dans sa zone, puis tellement dans sa bulle que Medvedev aussi, je pense qu'il pourra l'écarter. C'est plus dans cette logique-là que je pense que ça va être plus un effet domino que s'il bat lui, il va battre l'autre, puis ça va s'enfiler comme ça. Mais je pense que Chapeau a la capacité de le faire, puis ce sera une première pour lui en Grand Chelem. Après avoir fait une première apparition au top 10, pourquoi pas une première demi-finale Grand Chelem. Alors, vous l'aurez entendu en premier ici au podcast Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers, présenté par Banque Nationale. Shapovalov. Ouais. Là, il faut juste espérer que Simon ne batte pas Chapeau. Sinon, j'aurais l'air un peu fou. Ah, ben ça, c'est le jeu des prédictions. Nico, amène-nous dans le bas du tableau. Oui. On va faire, puisqu'on a ton tableau, on fera ton tableau directement. D'accord. J'avais, donc, on voit ici mon fils contre Schwartzmann. Mon fils qui ne sera pas à négliger. Toujours excellent. On dirait qu'il vient pas Gaël, mon fils. Mais je pense quand même que Schwartzmann, avec la performance qu'il a livrée à Rome, c'est un battant, c'est un guerrier, surtout sur la terre battue, la surface qu'il apprécie le plus. Je pense que Schwartzmann viendra à bout de mon fils. Et évidemment, j'ai Thiem. Là, c'est dur de ne pas le mettre à cette position contre Stan Wawrinka, mais je pense que Thiem est tellement dans un balai d'aller, oui, qu'il serait difficile à arrêter. Et entre Thiem et Schwartzmann, je pense quand même si mon cœur est
est avec Schwartzmann, de la façon dont il l'a joué. C'est un gars que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que Thiem, présentement, joue extrêmement bien et Thiem aura le dessus sur Schwartzmann, à mon humble avis. Nous n'aurons pas le même quart de finale, je te l'annonce. Est-ce que me le montres-tu immédiatement ou? Non, on va attendre, on va aller faire la dernière partie de ton tableau, puis on fera la dernière partie de mon tableau. En bas, bon, ça va aller hyper rapidement. Le Zverev, qui est le meilleur joueur dans cette partie du tableau, je pense que sans que ce soit nécessairement facile, parce qu'il devra affronter le Belge David Goffin. Je pense qu'il va se retrouver à cette position, mais contre le dieu de la terre battue, le meilleur joueur de l'histoire à Roland-Garros, Rafael Nadal, je pense que Nadal pourra avec confiance sortir Zverev du tournoi et ainsi accéder à la demi-finale. Donc, nous aurions une demi-finale. Nadal, Thiem. Nadal. Ouais. Possiblement la finale avant la finale. Possiblement, oui, la finale avant la finale, ouais. Dépendant de comment... et puis, peu importe le résultat, même si c'était Novak en finale, ça pourrait être quand même vu comme la finale avant la finale. Allons dans mon tableau, Nico, pour le bas du tableau. Moi, j'ai Gaël, mon fils. Oh my. OK, mais c'est pas un mauvais choix non plus, parce que comme je l'ai dit, il est toujours excellent à la maison. C'est un joueur qui ne vieillit pas, extrêmement énergique. On le sait, Gaël, mon fils, on le connaît. Ses parties sont tellement tout le temps spectaculaires. Mais ça me surprend un peu que tu tasses Schwartzmann comme ça, après le succès qu'il a connu à Rome. Ben, en fait, mon raisonnement, c'est suivant. Bon, effectivement, Schwartzmann, c'est pas comme je le faisais perdre au premier tour non plus. Là. Non. Mais Schwartzmann devra affronter Moutet au deuxième tour. Hein. Moutet, là, un Français chez eux à la maison, qui est un excellent jeune joueur, devra battre aussi Ćorić. Il n'a pas nécessairement un walk in the park pour se rendre jusqu'à Gaël, mon fils. Et puis Gaël, mon fils, ça devrait être un petit peu plus simple pour lui. Il a presque pas joué. Il va arriver reposé à Roland-Garros. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? C'est-à-dire que tu arrives reposé, mais tu es en manque de rythme? On verra. Mais je pense que s'il peut passer les deux, trois premiers tours, on va voir le Gaël, mon fils, à son meilleur. Et à la maison, moi, je pense qu'il va aller affronter Dominic Thiem. Intéressant. OK, t'as fait gagner Félix contre le bon Stan. Ah ben là, c'est là où on est différents, toi et moi. Oh. Je vois effectivement Félix Auger-Aliassime battre Stan Wawrinka, qui n'est plus le joueur champion de Grand Chelem qu'il était. Félix, c'est le moment de prendre sa place et sera en ronde des 16 contre Dominic Thiem. Et c'est là que son parcours s'arrêtera, malheureusement. Ouais, difficile de battre le champion du US Open, qui est encore meilleur sur terre battue qu'il l'est sur surface dure. Je vais donner l'avantage à Dominic Thiem sur ce match-là. Et tout comme toi, je vais amener Dominic Thiem en demi-finale. C'est rentré, je ne peux plus le nier. Mais Félix en ronde des 16. Ouais, ben quand même, c'est pas que ça m'étonne, mais ça m'étonne. Dans la mesure où Wawrinka, ça demeure la 16e tête de série. C'est un champion Grand Chelem, mais en même temps, je serais très heureux pour Félix. Pensez pas que je veux absolument qu'il perde, mais ça m'étonne que tu aies mis Félix. Mais en même temps, on lui souhaite, puis crime que ce serait le fun qu'on aille chapeau et Félix en quart de finale. Ouais, ou en ronde des 16, parce qu'en quart de finale, ça impliquerait possiblement, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Et est-ce qu'on peut parler du tableau de Dominic Thiem quelques instants, là, puisqu'on l'a sur les yeux. Premier tour, possiblement Marin Cilic. Deuxième tour, possiblement Riley Opelka, un gros serveur, un Américain qui peut être dangereux. C'est peut-être son match le plus facile s'il passe. Mais là, après, ça se complique, mais dangereusement. Tu as Casper Ruud qui a fait la demi-finale à Rome, qui est encore dans le tableau à Hambourg. Après ça, tu pourrais avoir soit Wawrinka, soit Félix Auger-Aliassime. Tu pourrais avoir ensuite Gaël, mon fils, qui est un Français qui joue à la maison, qui est dans le top 10, ou Schwartzmann, qui joue bien récemment. Après ça, tu pourrais avoir possiblement, allons-y plus bas, Rafael Nadal en demi-finale. Et si la logique est respectée, tu devrais affronter Novak Djokovic en finale. Alors, pour gagner le tournoi, Dominic Thiem devra battre Marin Cilic, champion de Grand Chelem, devra battre Stan Wawrinka, champion de Grand Chelem, devra battre Rafael Nadal, champion de Grand Chelem, et devra battre Novak Djokovic, champion de Grand Chelem. Il y a
une quantité incroyable de grands chelems dans ce parcours-là. Et tu as des joueurs qui sont sur une bonne séquence comme Casper Ruud, puis tu as peut-être un joueur comme Gaël Monfils, un Français qui joue à la maison, qui est dans le top 10 mondial. Alors, son tableau, il est démoniaque, Dominic Thiem. Ouais, puis c'est possiblement, en tout cas, je ne sais pas ce que tu vas faire de cette demi-finale, mais peut-être que l'usure aura raison de l'Autrichien. Puis surtout sur terre battue, là, on sait que c'est exigeant comme surface, puis que ça peut possiblement faire des ravages sur le corps. Donc, je me demande à quel point Thiem sera en forme et en mesure d'affronter des canons comme Nadal et ultimement Djokovic peut-être en finale. Tu sais. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec Thiem contre Nadal. Au moment où je te parle, je prends la décision au même moment. D'accord. Je laisse le suspense là, parce que je ne suis pas convaincu. Fais-tu ton tableau avant, puis on reviendra à Thiem et Nadal? Ou? Non, on va le faire tout de suite. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Là. Juste. Dominic Thiem a quand même battu 5 fois Rafael Nadal. Il l'a déjà battu sur terre battue à Barcelone. C'est quoi l'affiche un contre l'autre? C'est 9-5. En faveur de Nadal, je veux dire. En faveur de Nadal. Mais il faut prendre aussi en considération que Thiem est sur un air d'aller absolument ahurissant et que Nadal a déçu à Rome. Tu sais. T'as pris Nadal, toi, en demi-finale, hein? Ça a-tu été annoncé? Je ne sais pas, attends. Tu l'as-tu choisi déjà? Oui, non, on ne l'a pas choisi. OK. OK. Moi, je vais y aller avec Dominic. Je vais y aller avec Dominic Thiem en demi-finale. OK. Dominic Thiem. OK. Je vais respecter ma logique. Juste parce que je me suis commis. OK. Ben, en même temps, on ne peut pas vraiment t'obstiner là-dessus parce que Thiem demeure le champion en titre du dernier Grand Chelem. Ça fait que on ne peut pas être contre cette idée-là. Dominic Thiem en demi-finale va battre Rafael Nadal. C'est difficilement dit. Je vais aller faire ma demi-finale en haut puisque mon tableau est déjà là. Dans ma demi-finale, j'avais Novak Djokovic contre Medvedev. On l'avait fait en tout à l'heure. Et je vais y aller avec Novak. Attends, je vais juste, parce que maintenant, je peux faire un écran complet. Tu l'avais mis contre qui donc, Djoko? Contre Medvedev. Okay. Lui, une demi-finale contre Medvedev. Un quart de finale contre Medvedev. Une demi-finale contre Medvedev, ouais. Et il va passer en finale. J'ai Novak Djokovic en finale. Alors, ton tableau, Nico, compléter ton tableau. Oui, on y va à l'instant même. Aussi. On y va à l'instant même. Donc là, pour les deux... C'est-tu les demi-finales? Ça, c'était les demi-finales. D'accord. Bon. Djokovic, Shapovalov, même si je pense que le Canadien connaît un tournoi sensationnel, Djokovic demeure quand même l'homme des grandes occasions, le joueur le plus dominant cette année. Donc, je pense que ça va de soi que j'aille pour le Serbe, comme toi. Mais, du côté de Thiem et Nadal, comme je te le disais l'autre jour lorsqu'on faisait le podcast avec M. Hugues Léger, je trouve ça difficile de gager contre Nadal à Roland-Garros. Parce que c'est comme gager contre Federer à Wimbledon, c'est comme gager contre Tom Brady au Super Bowl, c'est comme gager contre Tiger Woods au Masters. C'est extrêmement difficile. Je pense que, comme je l'ai dit, Thiem sera usé, rendu en demi-finale et Nadal pourra en tirer profit. C'est pour ça que je pense que Rafael Nadal jouera en finale contre Djokovic. Nous aurons donc droit à une finale 1 contre 2. Ben, c'est tout à fait, légitime. Comment parier contre Rafael Nadal à Roland-Garros? Et en même temps, on ne vit pas avec des si, mais il faut quand même prendre en considération que Thiem, il a remporté le US Open dans une édition où Novak a été sorti extrêmement tôt dans le tableau. Je ne dis pas qu'il ne l'aurait pas remporté, mais il faut prendre quand même en considération que son rival le plus sérieux a été évincé aussi. Donc, il aurait sûrement fait de bonne figure aussi, mais c'est dur. Dans le mesure où Novak a tellement bien joué depuis le début de la saison que ça aurait été difficile pour Thiem de l'emporter, mais il l'a fait et on ne peut pas le renier. Mais il faut prendre aussi ça en considération lorsqu'on parle de la victoire de Thiem au US Open.
Et là, amène-nous à ton gagnant. Là, t'as une demi-finale, t'as une finale Novak Djokovic, Rafael Nadal, logique respectée. Tu vois qui remporter ce Roland Garros. Écoutez, je te vous vois. Ça te va si je te vous vois pour le reste du podcast? Écoutez, M. Djokovic, c'est le joueur qui m'impressionne le plus depuis le retour. En 2020, il a 4 victoires en 5 tournois, ce qui est phénoménal. C'est le joueur qui joue le mieux. Nadal a moins joué, a déçu à Rome. Djokovic est dans une forme splendide. C'est pour ça que je pense que Djokovic sera le gagnant de l'édition 2020 de Roland Garros. Voilà, c'est dit. Je vais le rentrer pour que ce soit dans les archives. Voilà. Mais le champion. Voilà. C'est fait. Novak Djokovic, champion à Roland Garros pour Nicolas Richard. Allons à mon tableau, à moi, Nico. Moi, j'ai donc pas la même finale que toi. Moi, j'ai une finale Team Djokovic. Team Djokovic. Et je vais respecter ma prédiction. À fond. J'aime ça. En allant avec Dominic Thiem. D'accord. Je pense que Thiem contre Djokovic, Thiem l'emporte sur terre battue. La première chose que fait Thiem après cette possible victoire, un bain de glace. Parce qu'il sera usé, surtout contre Djokovic, qui est un marathonien qui peut jouer des 5-7 pratiquement sans suer, là, dans la mesure où c'est un gars extrêmement en forme, puis qui aime les marathons, puis qui aime les longs matchs. Si Thiem l'emporte ça, là, chapeau. Ça voudra dire, Nico, que Dominic Thiem infligera la première vraie défaite à Novak en 2020. Oui, c'est exactement ça. Oui, ben oui. Et toi, tu la gardes presque invaincu, entre guillemets, parce que bon, il n'a pas perdu un match parce qu'il a perdu au niveau des points. Non, c'est ça. Sa seule défaite, en fait, c'est une balle volante. Là, fait que... Une balle volante sur un juge de ligue. C'est ça défaite. Alors, Dominic Thiem, pour moi, en finale contre Novak Djokovic, c'est réglé. C'est aussi réglé dans ton cas, Novak Djokovic. Moi, j'ai Félix un peu plus loin que toi dans le tableau. Toi, tu as Chapeau un peu plus loin que moi dans le tableau. Mais tu as fait plus loin que moi aussi. Oui, exact. Alors, intéressant tout ça, intéressant, Nico. On s'en reparlera. Non, ça risque d'être un excellent tournoi. D'ailleurs, j'ai parlé à Paul Rivard, peut-être pour qu'il vienne faire un petit tour avec nous au mi-tournoi. Au moins, c'est pas mal les gens qui font la route Montréal-Québec pour nous avoir tout le long du trajet. Pour cette balado qui était supposée être courte, mais c'est tellement effervescent comme sujet, puis on a tellement hâte que ça se fasse que pardonnez-nous si on vous avait prévu un épisode plus court, mais... Non, exact. Ben, en fait, on va passer au tableau des femmes, Nicolas, si ça te dérange pas. Mais avant, on va regarder les adversaires de premier tour de Leylah Fernandez et de Eugénie Bouchard, qui sont dans le tableau des femmes. Nico, je te sens fébrile. Je te sens fébrile. Alors, Magdalena. Ça se peut que je brise le web avec mon tableau. Là. Ça se pourrait. Magdalena Linette, qui va être l'adversaire de premier tour de Leylah Fernandez. J'ai beaucoup de difficultés avec mes lettres aujourd'hui. Je m'en excuse. J'aimerais que tu m'en vendes quelques-unes avant le prochain podcast, Nico. Est-ce que tu donnes ta prédiction immédiatement pour Leylah ou? Ben oui, pourquoi pas, allons-y, on le verra dans mon tableau un peu plus tard, mais moi j'ai mis Fernandez gagnant. Il fait honneur à sa patrie et il y va avec la Canadienne contre la 31e joueuse de série. Je parle comme ça, mais moi aussi j'ai mis Leylah. Moi je la vois au 3e tour contre Kvitova. Si elle passe le premier tour, je l'amène au 3e tour contre Attends. Tu la vois au 3e tour contre Kvitova. Alex? Oui. Alex? Oui. Je la vois aussi au 3e tour contre Kvitova. Alors, on aura exactement la même prédiction à ce niveau-là. Écoute, ce sera pas facile pour Fernandez quand même au premier tour. Non, vraiment pas. Sauf qu'elle joue tellement bien, notamment avant la pause obligée par la pandémie, elle jouait tellement bien que, puis elle a l'air aussi, là, si on la suit un peu sur les médias sociaux, elle semble être absolument ravie d'être à Roland-Garros et je pense que ça augure bien pour la Québécoise.
sais, Linette, c'est une fille là, elle est classée 36e mondiale. C'est une fille qui a quand même 2 titres sur le circuit de la WTA. Alors, c'est pas. Allons-y avec un peu de patriotisme, mais c'est sur le bout des lèvres que je déclare une victoire de Fernandez. Mais si elle peut passer le premier tour, après ça, je la vois passer le deuxième tour. Peut-être un deuxième tour un peu plus simple. Ouais, même argumentaire de mon côté. Et Eugénie Bouchard, elle, de son côté, qui affrontera Anna Kalinskaya, bien sûr, 100e mondiale, qui n'a pas eu le temps d'aller prendre sa photo pour la WTA. Mais qui demeure, je pense, je vais le dire comme ça sans être vulgaire, mais une pratique pour Eugénie. Parce que Eugénie, Alex, je te divulgage rien, mais je lui prédis un excellent tournoi. Du moins plus que je pense que la moyenne des gens peuvent l'espérer. Je pense qu'elle passera notre Canadienne, notre Québécoise. Bon, on verra. Alors, tu la vois passer Kalinskaya au premier tour. Oui, avec aisance. Avec aisance. Je vais aller avec aisance. Avec un peu d'arrogance, avec aisance. Veux-tu te commettre dans un score, Nico? Moi, je vais d'un 6-0, 6-0. Non. Je vais. Non, je vais d'un 2-7, mais un bon 2-7. Là. Un genre de. Un 6-4-6-2. Ouais. Ben, je pense que la première, Eugénie va être rouillée, un peu stressée. Peut-être un petit 7-5, bris d'égalité, on y va tranquille. Mais après ça, elle est partie, puis c'est un 6-3. Là. Elle a 7-5 au bris d'égalité, parce que 7-5, il n'y a pas de bris d'égalité. 7-5, non, mais on va penser que ça va être au bris d'égalité, mais OK. Eugénie va y aller. Finalement, 7-5, 6-3 pour la West. 7-5-6-3. Westmantoise. West. Montréalaise. Pour la Montréalaise. Allons avec ça. 7-5-6-3, la prédiction au premier tour pour Nico. Moi, je ne me commettrai pas dans une prédiction, mais je la vois. Sur rien, ma prédiction de pointage. Je serai là pour rire de toi si jamais c'est complètement raté comme prédiction. Si c'est 7-5, c'est pas tu m'expédies une boîte de pâte d'ours aux pépites de chocolat, j'imagine. Je te fais une vidéo sur YouTube avec tes prédictions pour te faire passer pour un génie. Wow, quel cadeau. On va passer rapidement au tableau. Nico, n'oublie pas de faire Submit Your Pick. Oui, bien sûr. Non, sinon, tant qu'à faire un pool, si mieux le faire jusqu'au bout, ce serait dommage de ne pas pouvoir savourer ma victoire pleinement. Non, exact. Est-ce qu'on commence? Alors, est-ce que tu... mon écran... Okay. Est-ce que tu y vas ou j'y vais? Vas-y, je vais mettre ton tableau des femmes ici. D'accord. Alors, comme tu vois, est-ce que c'est mis? Attends, je vais juste... D'accord, c'est mis. Bon, ici, on peut voir que ce sera un duel de titans au 4e tour entre Simona Halep et Eugénie Bouchard, qui sera, ma foi, phénoménale à ce tournoi, elle qui est en pleine confiance, elle qui joue mieux que jamais. Je la vois au 4e tour contre Simona Halep, mais la Roumaine qui, à un moment donné aussi, il faut être sérieux et mettre les joueurs au bon endroit. Je pense que Halep viendra à bout de Bouchard et que Halep, peu importe qui se dressera sur son chemin, trouvera un moyen de se rendre en quart de finale. Je pense que c'est très logique comme prédiction. Voilà. Et Eugénie, toi, tu y arrives quoi de ton côté avec Jeannie? J'ai Eugénie, je vais dire ça, où je l'ai placée dans mon tableau. Je la vois perdre au 2e tour. Ah non. Ben, elle n'a pas un 2e tour facile parce qu'elle va affronter Yastremska. Puis, tu sais, même s'il fallait qu'elle passe au 2e tour, tu aurais possiblement Vondrousova au 3e tour, qui est une finaliste à Roland-Garros. Alors, c'est pas un tableau nécessairement facile dans ce cas-là. Moi, je la vois perdre au 2e tour contre c'est dommage. C'est dommage. Toi, tu la vois au 4e tour contre Simona. Oui. Eugénie est tellement dans une forme, puis ça a l'air d'être pris au ridicule, mais vraiment, je pense qu'elle va connaître un excellent tournoi. Je pense que c'est le tournoi qui va vraiment la remettre en marche, un tournoi majeur, évidemment, parce qu'Istanbul, elle a atteint la finale, mais je pense vraiment qu'elle a le moyen pour le faire. Et si elle peut être autant en confiance qu'à Istanbul, pourquoi pas? Elle a le talent pour, elle a déjà connu de grands moments à Roland-Garros. Et je me dis pourquoi pas. Puis tant qu'à y être, c'est rare, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu mettre Eugénie aussi loin dans un tableau du Grand Chelem. Ben, je me garde pour y va. Simona Halep contre Eugénie Bouchard, mais je pense qu'Halep se faufilera jusqu'au quart de finale. Elle qui est tellement bonne sur terre battue en plus.
Nico, amène-nous dans ta partie un peu plus basse de la partie haute. Ensuite, on voit Joanna Konta qui se rendra en quart de finale en battant Kiki Bartens, mais je veux seulement soulever que Konta, ce sera un duel extrêmement difficile au premier tour contre une de nos préférées, Alex Kokogoff, la jeune de 16 ans, qui, même si elle n'est pas classée en tant que tête de série, est toujours extrêmement dangereuse et qui a des capacités absolument phénoménales pour son âge. Mais je pense que Konta, la Britannique qui réussit à quand même avoir de bons résultats dans les grands chelems, elle qui est une adversaire coriace et redoutable, je pense qu'elle pourra se tailler un poste vers les quarts de finale. Intéressant. Tu vois qui elle est en demi-finale entre Konta et Simona Alep? Je pense que ce sera assez simple pour Alep de se diriger vers la demi-finale, elle qui est une des joueuses les plus dominantes depuis le retour, d'autant plus sur terre battue. Ben, ça me semble quand même assez logique. Nico, allons du côté de mon tableau à moi, du côté des femmes. Alors, j'ai aussi Simona Alep en quart de finale. Et ce sera contre Kiki Bertens de mon côté. OK, t'as fait gagner au premier tour. Ouais, je vois Coco Gauff battre Joanna Konta. C'est sûr que c'est un match difficile. C'est un bon clash au premier tour. Puis je vois Eugénie, comme tu le constates ici, perdre au deuxième tour contre Yastremska. Yastremska, c'est une des étoiles montantes de la WTA. Elle va très bien. Mais je vois Yastremska perdre contre Vondrousova. Et là, on a quand même un clash là, au quatrième tour entre Alep et Vondrousova, mais je vois quand même Simona Alep l'emporter. Et ce sera un quart de finale contre Kiki Bertens avec une victoire de Simona Alep. Bien sûr. Allons dans ma partie un peu plus basse ici pour le quart de finale. Moi, j'ai un quart de finale Svitolina, Victoria Azarenka. Azarenka qui n'a pas nécessairement un tableau simple. Elle va affronter encore une fois possiblement les deux sœurs Williams, parce qu'elle frapperait Venus au deuxième tour et elle pourrait frapper Serena au quatrième tour. Et je vois une autre victoire de Victoria Azarenka contre Serena Williams. Je souhaite que Serena aille le plus loin possible, qu'elle remporte finalement son grand chelem, mais je ne pense pas que ce sera à Roland-Garros en 2020. Et on aura un quart de finale Svitolina contre Azarenka et je vois Svitolina l'emporter pour aller en demi-finale contre Simona Alep. Svitolina, OK, intéressant. Ouais. Veux-tu nous amener aussi dans cette partie de tableau-là et qu'on complète ton tableau à toi, Nico? Avec plaisir. Alors, dans la partie un peu plus basse. J'ai aussi une demi-finale, un quart de finale Svitolina Azarenka et je trouve ça difficile d'aller contre Azarenka présentement parce qu'elle a tellement bien joué ultérieurement cette année. Je pense qu'elle viendra à bout de Svitolina, même si Svitolina est mieux classée, mais je pense qu'Azarenka présentement est dans une classe à part. C'est pour ça qu'elle se rendra en demi-finale à Roland-Garros. Svitolina qui est reposée, elle aussi, qui n'a pas joué beaucoup depuis le retour au jeu. Alors, c'est quand même fou. Est-ce que tu aurais pu parier sur le fait, par exemple, là, lors de notre premier balado, est-ce que tu aurais pu parier sur le fait qu'on allait mettre Azarenka en quart de finale en Grand Chelem? Jamais. Tu m'aurais dit, elle va être en finale du US Open, je t'aurais dit, t'es un malade. Ah, quel retour pour elle. Je souhaite que ça continue parce qu'elle joue tellement bien, puis elle est belle à voir aller aussi, puis ses matchs sont toujours plaisants à voir. Puis non, je trouve ça le fun pour son retour qu'elle peut jouer de la sorte. Alors, Azarenka, que tu amènes plus loin, amène-nous en bas. Oh, ça va se ressembler. Ouais, on va avoir des choix qui se ressemblent. J'ai Muguruza, une de mes joueuses préférées au cours des dernières années, l'Espagnol, qui aussi, elle, bon, on le sait, les Espagnols, les Français, ce sont des joueurs, des joueuses qui ont grandi en se développant sur la terre battue contre Kenin. Mon iPhone qui fait des siennes. Muguruza contre Kenin. Je trouve ça difficile parce que c'est un duel qui oppose deux joueurs extrêmement coriaces, extrêmement talentueuses, des championnes de Grand Chelem, puis c'est deux de mes joueuses préférées. Si on recule à 2-3 ans, je t'aurais sûrement dit Muguruza parce qu'elle était tellement dominante, mais elle m'a un peu déçu au cours de la dernière année et demie. Je pense que Kenin a ce qu'il faut enfin pour se rendre plus loin à ce tournoi et ainsi venir à bout de Muguruza.
Ce sera probablement différent dans mon cas, mais c'est un choix tout à fait légitime, Nico. Donc, tu gages contre une ancienne championne de Roland-Garros, c'est Oui, ce mais que je comprends. c'est vraiment à contre-cœur parce que c'est une joueuse que j'aime énormément, mais qui m'a un peu déçu, comme je t'ai dit, au cours de la dernière année et demie. Kenin qui a un certain momentum, même si elle a déçu dans les 2 derniers tournois. Je pense quand même qu'elle reprendra du poil de la bête pour finalement battre Muguruza à Roland-Garros. Sophia Kenin. Alors, amène-nous dans le bas du tableau complètement, Ouais. Nico. Donc, Kerber, je ne désespère pas, même si je l'avais prédit loin au US Open, je lui donne une autre chance de se racheter qui battra Kvitova contre Ostapenko. Ça, il faudra en parler, Alex. Je ne sais pas, Ostapenko, tu l'as mis où, mais je pense que c'est l'heure de son grand retour. Elle qui a déjà remporté Roland-Garros, si je ne m'abuse, il y a 2 ans, qui est une joueuse faite pour la terre battue, une fille extrêmement puissante, une fille jeune, puis je pense qu'il ne faut pas abandonner sur son cas, Ostapenko, qui a connu de bons moments, comme je l'ai dit, il y a 2 ans. C'est l'heure de son retour. Je pense qu'elle avait hâte à ce moment. Si on la suit aussi, elle aussi, sur les réseaux sociaux, elle travaille extrêmement fort, notamment au cours des dernières semaines en vue de Roland-Garros. Et Alex, je vais peut-être me faire lancer des tomates, mais je pense que Kerber n'aura pas les ressources suffisantes pour une Ostapenko en pleine confiance et je pense qu'elle se rendra Ostapenko en demi-finale. Wow. 2017 qu'elle a gagné Roland-Garros, Jelena Ostapenko, et elle était sortie un peu de nulle part à ce moment-là. Je pense qu'il y avait peu de monde qui avait gagé sur elle. Elle est championne de Grand Chelem. Elle a quand même ce qu'il faut pour le faire, mais sans dire que, bon, c'est sûr qu'à cet âge-là, à 23 ans, si je ne m'abuse, là, on ne peut pas dire dernière chance, mais elle dégringole au classement de plus en plus. On la voit de moins en moins souvent. Je pense que ça passe ou ça casse pour elle. Veux-tu. On va aller à mon tableau pour compléter mon tableau également, Nico. Alors, moi, j'avais ici Muguruza contre Kenin également. Et moi, je vois Muguruza l'emporter. C'est une championne de Roland-Garros contre Kenin. Je pense que c'est débattable, mais je ne vais pas gager contre Muguruza. Si ce duel a lieu, même avec la finale, si on inclut les demi-finales, ce sera probablement mon match favori du tournoi. Ouais, peut-être un Azarenka, Serena qui pourrait être très bon également. Oui, mais je pense que sur terre battue, j'aime mieux un duel Muguruza-Kenin, personnellement. Ah ouais, je pense que moi, si tu me donnes le choix entre les deux, je pense que je vais regarder pour l'ampleur de... Oui, bien sûr, pour l'histoire. Et ça, c'est la partie tableau de Fernandez, d'ailleurs, un peu plus bas. Fernandez, moi, que je vois au 3e tour, perdre contre Kvitova, que je vois aller en quart de finale contre Karolina Pliskova, qui n'a pas un tableau facile. Toi, dans le fond, tu as mis Ostapenko là. Mais peu importe pour les deux, ça va être compliqué parce que, si tu es Ostapenko, tu affrontes la deuxième tête de série. Au tour suivant, tu as possiblement Sloane Stephens dans les pattes. Et tu as possiblement également Mladenovic, qui est une Française qui va jouer à la maison. Alors, c'est pas une partie de tableau qui est simple, ni pour Ostapenko, ni pour Pliskova. Moi, je vois quand même Pliskova l'emporter. Ouais, mais Pliskova m'a tellement déçu, notamment au US Open, que je me dis, on dirait que je suis comme tanné de donner des chances. T'sais. Ouais, je comprends. Moi, je vais amener justement Kvitova en demi-finale. Ça va être une demi-finale Kvitova-Muguruza. Oh, wow. Et regarde, je te le dis tout de suite, en finale, Muguruza. Ah, mais il a été en finale. Puis je suis content que tu le fasses parce qu'au moins, il y en a un des deux qui pourra se vanter de l'avoir mis. Et regarde, on va aller en haut. Le grand retour de l'Espagnol au sommet. Là. Mais je pense pas qu'elle va l'emporter. Non, mais quand même, une finale avec Muguruza, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en Grand Chelem, puis tant mieux. Oui, exact. Et tout en haut, moi, quart de finale, Simona Halep contre Svitolina. Je vais y aller avec une victoire de Simona Halep pour une finale. Simona Halep, Garbiñe Muguruza, 2 championnes de Grand Chelem, 2 filles qui ont été fumantes dans les dernières années. Alors, plus dans le cas de Simona Halep que dans le cas de Muguruza. Mais qui sait, c'est une fille que c'est deux anciennes numéro 1 mondiales, 2 championnes de Grand Chelem à Roland-Garros. Ça nous donnerait une finale, en tout cas, très, très intéressante. Ça aussi, j'avoue que c'est pas mal un duel intéressant. De mon côté... Nico, allons à ton tableau, ouais. Donc, en haut de tableau, ce ne sera pas une surprise, même si entre Halep et Azarenka, ce sont
probablement les deux joueuses de l'heure sur le circuit. Je pense qu'Alep viendra à bout d'Azarenka, notamment en raison de la surface qui est de la terre battue. Je pense qu'Alep aura le dessus sur Azarenka. Et tout en bas, Kenin et Ostapenko, ben là, à un moment donné, il faut que le rêve cesse. Je pense que Kenin, actuellement, est tellement supérieure à Ostapenko, même si elle aura un momentum ahurissant. Ostapenko, Kenin viendra à bout de la jeune joueuse Ostapenko. Donc, une finale Kenin-Alep. Je pense que ça va de soi que je vais y aller avec Simona Alep, la Roumaine, qui joue tellement bien. C'est présentement la meilleure joueuse au monde. C'est une championne de Grand Chelem qui sait comment gagner, qui sait comment faire, surtout sur terre battue. À Roland-Garros, elle a le vent dans les voiles, donc la logique sera respectée comme du côté des messieurs et la première tête de série l'emportera. Ah ben, ça fait quand même quelques semaines que tu en parles que Simona Alep, elle va bien, elle a gagné à Rome. C'est une fille très dangereuse sur terre battue. C'est un choix qui est très légitime, très logique. Je pense que, ne serait-ce que pour faire différent, Nico. Ah ouais, hein? Ah, puis j'aimerais tellement ça que ça arrive en plus. En tout cas, si tu t'en vas où je pense que tu t'en vas, là. Garbiñe, voilà. Muguruza. Écoute, j'y vais, là. Tu me demanderais de mettre tout mon argent. Je ne suis pas sûr que je mettrais tout mon argent sur Muguruza. Je le mettrais plus sur Simona Alep. Mais disons que c'est quand même potentiel comme victoire. C'est une grosse prédiction avec Muguruza, mais allons-y. Rendons les choses un peu plus intéressantes pour le podcast puis pour nos résultats, puis on verra. Je vais mettre Muguruza championne. Ouais, je suis tellement content que tu la mettes là. Puis si ça devait arriver, je serais tellement heureux pour elle qui en a bavé au cours des 2 dernières années. Là, après 2-3 années phénoménales au sommet, elle qui a gagné notamment Wimbledon dans un des tournois les plus mémorables, là, du moins de mon point de vue. Ce serait tellement mérité pour l'Espagnol d'enfin revenir au sommet. Elle, je trouve qu'on l'oublie aussi souvent, Muguruza, qu'on parle des joueuses les plus talentueuses, les joueurs dominantes qui font partie de l'élite. Muguruza, c'en est une. Elle a le potentiel pour le faire. Elle a les outils qu'il faut pour y arriver. Tellement heureux si ça devait arriver. Puis non, je suis content que tu aies plus de couilles que moi là-dessus pour la bête gagnante. Parce qu'on ne met pas d'argent. Si on mettait de l'argent, ça serait peut-être un peu différent. Mais quoi que, tu sais, de même, tu me dis Muguruza bat Simona Alep en finale. Il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise et qui fait c'est la plus grande surprise de toute l'histoire du tennis. Non. Ça serait pas ça. Ce serait une victoire quand même qui serait logique. Puis une fille qui a gagné par le passé. Est-ce qu'elle va se rendre jusque-là? On verra. Alors, rappelle-nous ton champion du côté des hommes, Nico. C'est le Serbe Novak Djokovic et du côté des dames, Simona Alep. Voilà. Et de mon côté, j'ai Dominic Thiem dans un tableau incroyablement difficile. S'il remporte son premier Roland-Garros, il l'aura mérité. En tout cas, dépendant de comment les choses vont aller, mais si la logique elle est respectée, ce sera un tableau particulièrement complexe. Et j'y vais avec une prédiction audacieuse du côté des femmes avec Muguruza. Et là, on a fait le tableau comme ça. Éventuellement, on va inviter les gens à venir participer avec nous à faire leur tableau, puis on diffusera les gagnants. On parlera des gagnants. C'est quoi, on l'invitera même au podcast de gagnants du pool pour la prochaine Grand Chelem, peut-être. Gagnant de Roland-Garros, des ambitions phénoménales. Oui, on va l'inviter. S'il veut venir, on va le prendre. Si c'est Félix, ce serait probablement plus facile que d'aller rejoindre Novak Djokovic, je pense. Et on portera Nico? Oui, exact. Nico, merci beaucoup. On a fait une heure de prédiction. Excellent travail une fois de plus. On a tout mis sur papier, on a tout mis publiquement. Alors, on ne peut plus reculer. Et sur ça, je vais te laisser le mot de la fin traditionnel, mon beau garçon. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Fait beau dehors aller jouer au tennis. Ah ben, Nico.